toutes les matières, que ce soit en 6e, en 5e ou en 4e, toutes les matières que nous vous enseignons d'habitude avec un cours, puis un autre cours, puis un autre cours, et bien sans que vous en rendiez compte, eh bien vous allez en fait faire le programme qui est prévu dans votre classe. Et c'est ça qui nous motive à nous les enseignants, parce que nous voulons le meilleur pour vous. Nous voulons que vous bénéficiez de la meilleure éducation, de la meilleure instruction possible ici au Collège Saint-François-Xavier. Par le feu qui te dit, comme un puissant ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, en toute création. Ah, il est un peu plus enfant, en fait, dans votre histoire. Mais il est où François d'ailleurs? Non. Joanne! Go! Nous en fait, tu vois, quand on regarde, on doit imaginer tout ça. Ting. T'as eu le ting. J'ai une idée. Je suis arrivée ici avec, dans mes bagages, des objets que l'on ne trouve pas en Europe. C'est avec ça que je vais les éblouir. Et là, À toutes et à tous. Bonjour. Alors, nous allons vous poser quelques questions sur votre nouveau livre qui est sorti récemment. Où et quand est né François Ier? Il est né en 1494 à Cognac, et Cognac c'est dans la Charente. Et où et quand est-il mort? Il est mort dans son château, le château de Chambord, en 1547. Et donc pour cela, il voulait absolument un fils, c'est pour cela qu'il a divorcé et qu'il s'est fâché avec le pape et qu'il est devenu quoi? Exactement, the leader of the Church of England, ok? Et que depuis lui, qu'est-ce qui se passe? La reine d'Angleterre actuelle, qu'est-ce qu'elle est? Et Chloé, elle est reine d'Angleterre du Royaume-Uni, devrais-je dire, et Chef de la religion. exactement, et chef de la religion anglicane. D'accord? Donc c'est parti. Et demandez. Demandez. Help. Allez, Noah. C'est quoi qu'elle demande? Elle demande quoi? What is demander in English? Les gens de la Renaissance se lavaient régulièrement. Ils se brossaient les dents avec un linge un peu rude et les rinçaient avec du vinaigre ou du vin pur. Le dentifrice apparut qu'au XVIe siècle. La crainte principale était la maladie, car on croyait qu'à cette époque que l'eau pouvait pénétrer dans les pores de la peau. Histoire du début à la fin, comme si vous racontiez un conte. Vous n'avez pas besoin de le rédiger à l'écrit, il faut juste voir à l'oral qu'est-ce que vous allez raconter aux autres. C'est clair pour vous? Vous avez une demi-heure. Je peux y aller, c'est cool. Ah, merci. Les filles, vous tournez là.
ses livres? Qu'est-ce qu'il faisait? Voilà, il dormait. Et quand il s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Chercher la bibliothèque. Voilà, ça que tu avais dit, il est cherché, et on raconte ça. Alors, quel est l'objectif de ce mensonge? Est-ce que ça marche? Non. Bah si, il a beau. Oui, mais quel était l'objectif de ce fait d'avouer les... Sauf qu'il croit que c'est son Jérémie, donc du coup, il croit. On y va. De l'eau froide et ça pouvait tout exploser. Oui, bah oui. En fait, au niveau de la technique, donc c'était limite de la technique qu'il voulait employer, c'est que ce n'aurait pas été possible. En fait, il avait eu le métal pour le construire. Aussi, il a été déçu de César. Oui. Est-ce que vous vous souvenez le nom? C'est une lignée assez connue. Enfin, sur la Renaissance et comment sont classés tous les livres de façon générale. Donc on va commencer, on va s'avancer un petit peu. Allez, on y va, c'est parti. Alors si on regarde au-dessous de nous, on a des petites indications qui nous montrent quels sont les thèmes qui ont été retenus. Voilà. Et vous remarquerez que pour chacune, il y a quoi de différent sur la cote? Une autre petite idée. Mathieu. Après, ça correspond à quelque chose. Exactement, mais c'est très bien. Voilà, il y a un bibliothécaire, il a inventé un système pour coder les livres, parce que sinon c'était trop long de tout écrire, vous voyez, sur le côté. Et il a dit que 391 par exemple, eh ben, ça représenterait la mode. Et dedans, on peut avoir la mode justement de la Renaissance. Bien sûr, il n'en oublie pas moins de vivre sa Ah ben, jeunesse. bien sûr, mais il n'en oublie pas moins de vivre sa jeunesse. Bien sûr, mais il n'en oublie pas moins de vivre sa jeunesse. Il sort beaucoup en profitant de la vie. Il a une belle revanche à prendre sur une enfance malheureuse, n'est-ce pas? Ah, j'allais oublier un petit détail. J'allais oublier un petit détail. Ah, Très lentement, vas-y. j'allais oublier un petit détail. Ah oui? Et lequel? Attendez, comment on met le papier? Il se met à ce moment-là. D'accord? C'est pas ce que je dis, mais c'est pas plein. Le papier se met à ce moment-là. Découpé et fourré. D'accord?
ainsi que le taux d'alphabétisation et l'espérance de vie. Donc, pour nous aider, nous avions nos connaissances, le livre d'histoire géo et pour certaines questions, nos professeurs nous ont aidés. Le cours suivant, nous avons fait une chasse au trésor. Dans un premier temps, nous sommes allés chercher une boîte à la chapelle. Retenant des parchemins, puis dessus il y avait marqué des énigmes à Malibu. En persévérant et unissant le groupe a pu venir au bout des 5 énigmes sur 6, 5 sur 6. Même si nous avions perdu, nous avons gagné des puces en chocolat. Voilà. Les 4 groupes ont travaillé dans cet atelier. Alors moi je suis dans le groupe 1 et on a travaillé dans l'atelier civil. On a créé un jeu sur les chapitres de la loi à partir de ce livre. Et l'atelier 2, nous avons travaillé sur un texte à partir de ce livre. Tu me réponds. Mais oui, je t'ai laissé plein de messages et je te disais que... Bon, ok, on se retrouve tout à l'heure à SFX. Quoi? Tes parents veulent pas? Oulala, comment on va faire? T'inquiète, je t'appellerai plus tard. T'as fait tes devoirs? Non, moi j'ai un contrôle d'SVT demain. Oh, pardon, vous êtes là. Non, je te laisse, j'ai du monde, je t'expliquerai plus tard. La pièce de théâtre, vite, rien n'est encore prêt. C'est une histoire incroyable que je vais vous raconter. Et en plus, une histoire vraie. Elle se déroule voici 500 ans. Et elle a démarré pas loin d'ici. Oui, prenez la route de Dancharia. Qui ne connaît pas Dancharia? Non, on ne s'arrête pas dans les Ventas. On n'a pas besoin de cigarettes. Puis vous continuez vers le sol de Sondo. Vous devez devancer vers Elizondo. Vous remontez vers les tunnels de Violata et vous voici à Pampelune. Non, vous n'allez pas à la carte. Ce ne sont pas encore les fêtes de Saint-Fermin. Vous continuez vers Java et vous arrêtez à Javier. 110 km à toute caserne. Même pas 2 heures de voiture à Javier. C'est déjà un château fort. Là, tu es mort, je t'ai battu. Non, pas encore. Là, maintenant, tu es mort. Ah, et après, François, tu me fais mal. C'est encore. Arrête, François, tu veux pas que tu fais mal à ta cousine Juanita? Elle l'a bien mérité, espèce de sale espagnol. Tu veux pas que... François, mais qu'est-ce qui te prend? Tu veux pas que tu fais mal à ta cousine? Ils n'avaient pas qu'à nous attaquer, ces Espagnols. Ils ont pris notre Navarre et maintenant nous allons les manger. Maman, par le sceau du grand, je vais être un soldat. Ainsi, je vais manger mon père et mes frères, et nous reprendrons la Navarre. Tu sais bien que c'est impossible. Mais tu sais bien que c'est impossible. Nous avons perdu les batailles. Nous sommes bien trop faibles. Les dernières nouvelles ne sont pas bonnes. Nous avons perdu Pampelune et nous avons été battus à Maillot, au Bastan. Non, maman, tu oublies que la terre de tes ancêtres est toujours navarraise. Je veux parler de notre famille de Saint-Jean-Pied-de-Port. La Navarre, au-delà des Pyrénées, est indépendante et tôt ou tard nous la reprendrons. Tu rêves, François. Les ennemis sont bien trop puissants. Notre famille est ruinée. La carrière de notre père est finie. Il est bientôt malade et chevé pour pouvoir reprendre ce travail. Tes frères sont également bien trop choqués par leur résistance. C'en est fini pour moi, Navarre. C'en est fini de notre gloire. Ça te fait peur, maman, je vais m'occuper de toi, je te le promets. François, tu as maintenant 10 ans. Tu connais beaucoup de choses. J'aimerais que tu fasses des études. Oui,
François a fait des études, tu as même pas besoin. Tu as tout pour réussir. Que tu fasses des études. Je voudrais que tu étudieras la théologie. Je voudrais que tu fasses des études. Tu étudieras la théologie à Paris, tu vas rentrer en Brooklyn, tu auras un poste important à t'aider alors. Oui, tu as raison, mais je ne renoncerai pas à la maman. Oui, François, tu seras riche, c'est bien considéré. Et tu seras notre protecteur. Tu me prendras également comme secrétaire. Quelle histoire triste! Que de malheur chez ces pauvres gens! Vous avez compris l'histoire? La Navarre est prise par les Espagnols. Et vous avez compris aussi que la famille de François est particulièrement touchée par ce drame. Et oui, le père était ministre des Finances du roi. Il a donc tout perdu. Pensez donc. Il va même mourir de chagrin en 1519. Les murailles du château ont été démolies et le jeune François va donc passer toute sa jeunesse avec sa mère. À 19 ans, il va quitter Ravier pour Paris. Paris, à nous deux, pense probablement François. À 19 ans, c'est un magnifique jeune homme, brillant, chaleureux. Il est déjà remarqué comme sportif accompli. Premier à la course, premier sur longueur. Tout lui réussit. Paris est alors une ville en plein essor. C'est une ville jeune, avec beaucoup d'étudiants. Une ville qui grouille et qui frémit au débat d'idées. François obtient la licence S-Lettres. Il est engagé comme régent, enseignant quoi. Mais il continue ses études pour obtenir le titre prestigieux docteur en théologie. Ah oui, pour obtenir un poste de prêtre à la cathédrale de Pampelune. Oui, bien sûr, mais il n'oublie pas moins de vivre sa jeunesse. Il sort beaucoup en profitant de la vie. Il a une belle revanche à prendre sur une enfance malheureuse, n'est-ce pas? J'ai oublié un petit détail. Ah oui? Et lequel? Eh bien, je vais vous dire qu'il partage sa femme avec Pierre Fabre, un Savoyard. Oui, et alors? Ce n'est pas tout, il y a aussi un étrange personnage. Étrange personnage? Oui, il s'agit vraiment de Julien qui reçoit l'assistance. Il se trouve dans une chambre avec une autre basse. Il devait être content alors? Détrompe-toi, François le détestait. Pourquoi donc? Figure-toi que cette autre basse s'appelait Ignace. Il a fait la guerre contre la famille de François. Ah, je comprends pourquoi François ne veut pas voir Ignace. Il est originaire de Moula à côté de Saint-Sébastien. Oui, et alors? Oui, mais voilà, Ignace a fait la guerre pour la famille de François pour la conquête de la Navarre. Ah oui, je comprends pourquoi François ne veut pas voir Ignace. C'est comme si on mettait Donald Trump et Kim Jong-un, le président nord-coréen, dans le même appartement. Ah, je vois. En effet, l'ambiance ne devait pas être terrible. Je ne sais pas tout dit. Je trouve que cette Ignace a été blessé à la bataille de Tangéville. Bien fait pour lui. Il n'avait qu'à pas s'en prendre au Navarrais. Blessé à la jambe, il passe sa convalescence face au matin de Loyola. Il doit renoncer à ses ambitions et passe son temps à lire ce qui lui tombe sous la main. Il savait lire? Il n'était pas très instruit, mais il savait lire. C'est là qu'il tombe sur un livre qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ. C'est pas très rigolo tout ça. Une phrase va le bouleverser. Laquelle? À quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il en vient à perdre son âme? À perdre son âme? Oui, cela veut dire que le vrai bonheur ne consiste pas à être impuissant quelqu'un, qu'il y a du succès quoi. Et pourtant, il vaut mieux être riche en bonne santé que pauvre et en mauvaise santé, non? Oui, bien sûr, mais que fais-tu de la liberté intérieure, de la volonté de Dieu en toi? Ouh là là, c'est très compliqué tout ça. Là, je suis larguée. Ah, quelle course! J'ai tout gagné. Également les épreuves de saut. Quel succès! La vie d'étudiant est vraiment une belle vie, en particulier à Paris. Quelle jeunesse! Une jeunesse venue de toute l'Europe, pleine d'entraide, de dynamisme. Bientôt j'aurai fini mes études et je rentre de nouveau en Navarre, bardé de diplômes. Je recevrai beaucoup d'honneurs et on me confiera une charge qui me permettra de vivre dans l'abondance. Je serai admiré de tous et ce sera une belle revanche dans mon enfance où toute ma famille a été humiliée.
que de vantardise et d'autosatisfaction. Mais tout cela ne sont que des illusions. Ah, tu es là, toi. Je t'ai observé tout à l'heure quand tu courais et que tu sautais. Tu en as eu du succès. Tu es fier de toi? Oui, bien sûr. Et c'est bien mérité, n'est-ce pas? Je devine à tes propos que tu as pitié de moi. Peut-être me méprises-tu? Oui, je sais que je t'énerve avec mes questions et mes remarques. Mais je te sais inquiet. Tu devines déjà que tu as perdu cette jeunesse et ses honneurs. Je me trompe? Oui, tu m'énerves au plus haut point avec tes questions et tes remarques. Moi, ce que je veux, c'est bien faire. Oui, tout le monde se justifie de la sorte, afin que tous disent quel homme formidable est celui-là. Tu cherches les honneurs, tu cherches une bonne réputation. Oui, bien sûr. Moi, ce que je veux, c'est être prêtre à la cathédrale de Pampelune. Ah, quel orgueil encore. Servir Dieu là comme tu l'as décidé, comme tu l'as décidé et comme tu l'as décidé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne pour t'admirer. Personne ne te voit. Tu m'énerves avec tes remarques et tes bonnes morales. Figure-toi que j'étais comme toi à ton âge. Je voulais tout maîtriser, tout commander. Je voulais le monde à mes pieds. Mais voilà, j'ai été blessée à Pampelune et c'est alors que tous mes rêves se sont écroulés. Mais heureusement, car tous mes rêves n'étaient que des illusions. François, veux-tu devenir libre, totalement libre? Oui, bien sûr. Qui ne le souhaite pas? Alors laisse de côté tous tes rêves et tes illusions, de grandeur, de succès, et remets-toi entièrement à l'amour de Dieu. Mais je vais perdre tout ce que j'ai. Ma jeunesse, mes compétences, mon intelligence, et que vais-je devenir? Tu gagneras l'essentiel, tu gagneras ta liberté. Viens avec nos amis si tu le veux, dans ce petit village tout près de Paris. Allons tous à Montmartre, faisant le vœu de rester unis et faisant le vœu de tout donner à Dieu. Vous voyez un peu ce qu'est devenu François? Quand même, sa femme peut être riche et célèbre. Enfin, tout le monde. Ou presque. D'autres laissent tout tomber pour courir après un idéal. Donc, François, Ignace et leurs amis sont allés à Rome. Ils ont rencontré le pape qui leur a donné l'autorisation de former la compagnie de Jésus. Bon, ensuite, Ignace est resté à Rome et François a été envoyé aux Indes dans un bateau portugais. Vous auriez vu comment il se vantait quand il est parti, n'est-ce pas François? Quelle comédie! On se retrouve bloqué au milieu de l'océan, les eaux et les villes diminuent et notre abbé est malade. Alors, elles sont vos belles paroles, vos prières. Que fait votre Dieu? Ne voit-il pas notre situation misérable? Il donne lui aussi ou il s'en fiche de nous? Ça vaut la peine d'avoir un travail. Ces prières ou les chansons de ma grand-mère, c'est pareil. Envoyez du vent que le diable, mais qu'on bouge d'ici au moins. Ils sont enfin arrivés aux Indes, dans la ville de Goa. Ils ont traversé l'Atlantique après un arrêt au Brésil. Ils ont contourné l'Afrique et sont remontés vers les Indes. À cette époque-là, ce sont les Portugais et les Espagnols qui dominent le monde. Mais ceux-là, François ne les aime pas trop. À Goa, comme il est délégué par le pape, on lui donne tous les honneurs, on lui offre une belle maison. Mais lui, il ne veut rien entendre. Ah, il a plus d'enfants maintenant, notre François. Vous êtes des hypocrites, vous des chrétiens. Oui, le dimanche, quand vous vous pavanez, bien vêtus et plein de dévotion. Le reste du temps, vous opprimez ces pauvres gens. Quel exemple! Moi, au moins, je ne suis pas venue pour m'enrichir. Je suis venue pour faire connaître Jésus. Je préfère partir d'ici plutôt que voir l'image que vous donnez à ces gens qui n'ont jamais vu de chrétiens.
François, il est fumeux, impulsif. Enfin, des fois, il va se calmer, oui, comme les autres. Il quitte Goa et va à la rencontre des peuples, des pêcheurs de perles. Là-bas, il obtient le succès des élèves. Il en bat 10 000 en 1 an. Mais le pauvre, il n'a vraiment pas de chance. Ne voilà-t-il pas qu'avec ce seigneur qu'on appelle Raja emporte tout nouveau jeux chrétiens pour en faire des esclaves. Adieu les rêves. Alors François va loin, loin, plus loin. Il va voir les rend au Moluques sur l'île qu'on appelle Zermatt. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très beau, tu es le Dieu d'amour. Encore une fois, il s'y croit. Notre François est complètement dans sa vie. Il voit déjà le Japon tout entier converti au christianisme. Anjiro ou Paul lui a mis une tête comme ça. Eh bien oui, tous les arguments sont bons quand il s'agit de convertir les autres. Vous ne croyez pas ? C'est Dieu qui nous a créés, mais il ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé son fils Jésus pour nous sauver. Dieu, mais qui est cet homme? Dieu, tu l'as déjà vu? Quoi, Bikini? Les cerveaux ne s'intéressent pas. Par des sites. Mais pauvre malheureux, vous ne pouvez pas le sauver ou quoi? Sauver? Mais sauver c'est ça. Encore François, qui nous dit ne sert à rien. Ici, nous avons nos croyances. Mais alors, en quoi croyez-vous? Nous sommes ici. Nous suivons notre voie et nous apprenons qu'on est comme une illusion. Une illusion? Oui, elle est je ne vais jamais arriver à rien ici. Seigneur, les gens ici ont la tête dure et un cœur de pierre. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien les toucher? J'ai une idée. Je suis arrivée ici avec dans mes bagages des objets que l'on trouve qu'en Europe. Anjiro. Oui, François, je suis là. Aide-moi, nous allons en Europe. Je vous salue, illustre Seigneur, guide et maître de l'Empire du Soleil levant. Et fils de Dieu. Je vous apporte je viens de l'Empire de l'Ouest, et je vous apporte quelques cadeaux de la part de mon roi. Au Seigneur l'homme. Une paire de lunettes. Je vois que votre civilisation est très évoluée. Comment cela est-il possible? Parlez. Notre civilisation a également une religion, et je suis venue vous demander l'autorisation de prêcher sur votre territoire. Oui, je vous autorise. Je voudrais moi aussi connaître les secrets d'un peuple qui a imaginé des objets aussi merveilleux. Et je pense qu'il est bon pour mon peuple de les connaître aussi. Et si vous l'acceptez, je vous offre comme lieu de résidence un de nos monastères. Croyez à l'existence d'un seul Dieu, d'un être qui n'est qu'amour. C'est un ordre. Voilà ce que je pense de ta religion. Pourquoi ne t'es-tu pas vengé? À quoi ça de convertir les gens par la force? Tel me fait mal au cœur. Comment? J'ai été méchant envers toi et c'est toi qui éprouves de la peine pour moi. C'est ce que nous apprend notre maître et c'est la raison pour laquelle nous l'avons semblé. Si l'on est ainsi, je te crois. Moi aussi, nous voulons devenir chrétiens. Comme quoi, les choses sont merveilleuses. On peut se démener dans tous les sens et au moment où on y croit le moins, et sans effort particulier, et bien c'est au moment où les gens arrivent. Allez comprendre quelque chose. François rassemble et organise le premier groupe de chrétiens. Et il existe encore de nos jours. Mais François a autre chose en tête. Il a entendu que près du Japon se trouvait la Chine, un empire effrayant. Notre homme ne tient pas en place. Il faut qu'il y aille. Les autres n'arrêtent pas de lui dire qu'il ne doit pas y aller. L'empereur ne veut pas d'étrangers en Chine.
Ceux qui sont capturés sont emprisonnés, torturés et condamnés à mort. Mais peu importe, François est têtu comme une mule, il faut qu'il y aille. Nous le retrouvons maintenant sur une île nommée Sanciane. C'est tout près de la Chine. Allons voir où il en est. Qu'est-ce que je suis fatiguée, mais à la fois, qu'est-ce que je suis heureuse. Demain, je vais entrer en Chine. Antoine, viens. Que vous arrive-t-il? Mais vous n'êtes pas bien. Oh, vous avez de la fièvre. Mais je veux aller en Chine. Mère. Mais vous êtes malade. Et cette sale fièvre. Mon Dieu bien-aimé, je suis aimé. Merci, ami de Javier. Adieu. François, ne partez pas ainsi, restez avec nous. Compagnons, venez vite, François se meurt. Voilà, notre François nous a quittés. Le pauvre. Il n'aura pas lui non plus fait ce qu'il voulait de sa vie. Mais il a donné sa vie et il l'a vécu pleinement. François, comme nous sommes bien le corps, nous autres, élèves du collège Saint-François-Xavier du Sage. Combien nous voudrons comme toi avoir une vie si riche, si pleine et si généreuse. Tous les jours, nous sommes avec toi. Aide-nous à devenir comme toi. Hugo, empereur, Amicio, Angiro, Joanne, Angiro et François, Jacques, Antibert, Michael, décorateur, Benjamin, Antibert, Alexandre, François, Lou, Antibert et Juanita, Tom, Antoine. Shan, un japonais. Candice, Altibert. Agnès, Iniro. Damien, le domestique et un homme. Jules, Maria. Alexandre, François et Camille, François.
Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir le public, vous êtes sur la chaîne SFX TV dans l'émission Secret d'Histoire. Ce soir nous allons parler de la vie de château à la Renaissance. Bonsoir Claire. Bonsoir Jean-Pierre Pernou. Qu'en est-il du programme? Alors au programme nous avons une représentation de la Renaissance. Nous recevrons en direct sur le plateau le petit-fils de Max Gallo, aussi un correspondant anglais, 4 petits reportages et enfin des spécialistes de la vie de la cour. Tout de suite nous allons accueillir 2 historiennes chronologistes. J'accueille Carla et Lydie. Alors, qu'en est-il de... Quels sont les moments importants de la Renaissance? Alors, la Renaissance dure entre 1492 avec la découverte de l'Amérique jusqu'en 1600, c'est-à-dire entre le 15e et le 17e siècle. Cette période s'étend du Moyen-Âge jusqu'au temps moderne. Nous allons vous parler des différents rois et de leurs successions. On va commencer par Louis XII qui a régné de 1498 jusqu'à 1515. Ensuite, il y a François Ier, il a régné de 1515 jusqu'en 1547. En 1519, il convoite le Saint-Empire germanique, mais Charles d'Espagne est élu sous le nom de Charles Quint. En 1525, il y a la défaite de Pavie, dont François Ier est fait prisonnier. Henri II, qui a régné entre 1547 et 1559, il est le successeur de François Ier. Ensuite, il y a François II qui a régné entre 1559 jusqu'à 1560. Il est le successeur de Henri II. Charles IX qui a entamé son tour de France avec Catherine de Médicis et en 2006. En 1572 se passe le massacre de la Saint-Barthélemy. Ensuite, il y a Henri III qui a régné de 1574 jusqu'en 1589. En 1589, il se fait assassiner. Il était suspecté de favoriser l'accession au trône à son cousin protestant. Ensuite, il y a Henri IV. Henri IV a régné de 1594 jusqu'à 1610. Il est le successeur de Henri III. Les filles, on peut les applaudir. Mieux fait comprendre les faits importants des rois pendant la Renaissance. Alors tout de suite en direct sur le plateau, nous allons accueillir le petit-fils de Max Gallo. Veuillez l'applaudir. Bonjour à tous et à toutes. Où et quand est né François Ier? Il est né en 1494, oui, à Cognac. Et Cognac, c'est en Charente. Et où et quand est-il mort? Il est mort dans son château, le château de Roubier, en 1547. Et comment est-il devenu roi? Il est devenu roi car en fait son grand cousin, Louis XII, ne pouvait pas avoir d'enfant pour hériter sa place de roi, et du coup il a formé son petit cousin, François Ier. Et de quoi parle le livre de Max Gallo? Il parle de tous ces actes importants qu'il a fait, de ses décisions, de sa gentillesse envers les gens, voilà. Et pourquoi a-t-il choisi François Ier? Mais comme à la question précédente, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Il était aussi généreux avec les pauvres qu'avec les plus riches. Et j'aime beaucoup la manière dont il est devenu roi. Et combien a-t-il eu de femmes? Il a eu deux femmes et six maîtresses. Quel est le rôle de François Ier dans la Renaissance? Il est roi. Il est roi de France. Quelle est la relation entre Léonard de Vinci et François Ier? Ils sont très amis car c'est François Ier qui a fait venir Léonard de Vinci en France, qui l'a fait entrer en France.
Donc oui, ils sont très amis par ça, ils ont à peu près les mêmes passions. Et à ce qui paraît, déjà, il y a François Ier, il lui a fait construire un château juste à côté du sien pour Léonard de Vinci. Et à ce qui paraît, la légende, il est mort, Léonard de Vinci est mort dans les bras de François Ier. Merci beaucoup. Achetez le livre de mon grand-père, il est disponible à 20 € sur Amazon. Merci. On peut l'applaudir. Tout de suite, nous allons contacter notre correspondant anglais qui va nous parler d'un roi qui a marqué l'histoire d'Angleterre. Je parle de Henri VIII. Hello Paris and France, my name is Nathan Smith. Bonjour Paris et la France, je m'appelle Anthony News. I want to introduce you a very important Englishman. Je vais vous présenter un Anglais très important. Henry VIII. Henri VIII. He was an English king. He was born in 1491 and he died 1547. Il était le roi d'Angleterre. Il était né en 1491 et il est mort en 1547. He had many talents because he could read music, play different instruments and sing very well. Il avait beaucoup de talent parce qu'il savait lire les partitions de musique, il jouait de différents instruments et chantait très bien. He was artistic because he could dance, write poems and compose music. C'était un vrai artiste car il écrivait des poèmes et composait des musiques. He loved hunting, riding a horse and tournament. Il adorait chasser, faire du cheval et des tournois. One day during a tournament, he was terribly hurt. Un jour pendant un tournoi, il s'était gravement blessé. He was very popular and many ladies wanted to marry him. Il était très populaire et beaucoup de femmes voulaient l'épouser. And in fact, he had 6 wives, 2 daughters, and happily a son named Edward. La preuve, il avait eu 6 femmes, 2 filles et heureusement un fils qui se nomme Edward. He wanted a son very much, so he asked the Pope the permission to divorce his first wife, Catherine of Aragon. Il voulait vraiment un fils, donc il demanda au pape la permission du divorce de sa première femme, Catherine Aragon. The Pope refused, so Henry decided to create a new church, called the Church of England. Le pape refusa, donc Henri décida de créer une nouvelle église qui se nomme l'Église d'Angleterre. And he became the leader of the new church. Et il est devenu le chef de cette nouvelle église. That is why he could marry 6 times. C'est pour cela qu'il a pu se marier 6 fois. And I suggest you meet the 6 wives of Henry VIII. Et maintenant, je vous propose de rencontrer les 6 femmes d'Henri VIII. Bye bye. Bye bye. Alors tout de suite, nous allons voir 4 reportages sur 4 châteaux de la Loire incontournables. Et merci aux reporters Mathilde Cabantous, Iban Jafflin, Mathieu Bourgofer, Mathieu Gonzalo, Cham Sogodiaber, Manon Pérez, Julie Hendel, Jérémy Miguel Torina, Johan Joel et Tom Algeri. Au loin, nous apercevons le château de Chambord. La période de ce château est la Renaissance. La construction du château de Chambord a été décidée par François Ier et a duré de 1519 à 1546, c'est-à-dire 27 ans. François Ier n'a jamais vu son château entièrement construit. Chambord est le plus grand parc clos du mur d'Europe, avec la même superficie, 5440 hectares, que la ville de Paris intramuros. Chambord appartient au Royaume de France, sa région est Val-de-Loire. Le château est situé dans la région naturelle de la Sologne, sur une courbe de Causans, petit affluent de Beuvran, lui-même affluent de la Loire. À environ 6 km de la rive de la Loire, nous pouvons voir des animations chevaleresques. Dans l'antre du château se trouve un escalier révolutionnaire qui dessert les 2 étages et la terrasse de l'édifice. On suppose qu'il a été créé par Léonard de Vinci. Les jardins à la française sont des jardins symétriques et géométriques.
L'apparition des jardins s'est faite de manière progressive à Chambord depuis le XVIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Dans le jardin du château, il y a plus de 600 arbres, 800 arbustes, 200 rosiers, 15 250 plantes délimitant les bordures ou encore 18 900 mètres carrés de pelouse. Le Clos Lucé dans la ville d'Ambroise. Le Clos Lucé a été bâti en 1471 mais appartiendra à Léonard de Vinci seulement en 1516. On peut voir des reconstitutions et des inventions conçues par Léonard de Vinci. Des pièces du château. Salle de Renaissance, salle à manger, salle de jeu, salle de réception, oratoire et un bureau. Le roi François Ier a accueilli Léonard de Vinci car il était proche de son château. Ici, le parc du château avec de nombreuses inventions comme le char d'assaut. Il y a aussi une grande rivière. La ville d'Ambroise avec le Clos Lucé et le château d'Ambroise qui appartenait à François Ier. Devant le château est disposé l'ancêtre de l'hélicoptère, la vis aérienne. Chenonceau. Ce château se situe sur le Cher. La construction de la splendide galerie enjambe le Cher et permet de traverser la rivière. Il comporte 12 hectares, donc 5500 m² de jardin à la française et d'eau. Il a été fondé en 1513 au XVIe siècle. Ce château est aussi nommé le château des dames, car il y a beaucoup de dames qui ont habité dans ce château, comme Catherine Briconnet, Diane de Poitiers ou encore Catherine de Médicis. Les dames qui ont habité dans ce château aimaient le climat qui ne dépassait pas les 25 degrés et ne descendait pas sous les 0 degrés. Nous apercevons les magnifiques jardins à la française et le château qui enjambe le Cher. Au début, le château était un moulin, puis il a été édifié, enrichi et agrandi. Le château de Chenonceau est un château de la Loire situé en Touraine, le département d'Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire. Le château est classé au titre des monuments historiques depuis son inscription sur la liste de 1840 et le parc par arrêt en date du 7 novembre 1962. Le premier château édifié à Chenonceau remonte au XIIIe siècle. Chenonceau est construit, aménagé et transformé par des femmes très différentes de par leur tempérament. Le domaine privé de Chenonceau appartient à la famille Meunier depuis 1913 et il est ouvert au public. Depuis que le château est classé, la famille Meunier a ouvert les portes et nous pouvons le visiter. Le château de Cheverny est un château de la Loire française situé en Sologne sur la commune de Cheverny, dans le département de Loir-et-Cher et la région de Centre-Val de Loire. C'est l'un des châteaux de la Loire les plus fréquentés avec ceux de Blois et de Chambord tout proches. Le labyrinthe de lauriers du Caucase planté en 2009 permet aux visiteurs de partager un moment de plaisir en famille ou entre amis. Face à la salle des trophées, le jardin potager bouquetier vous offre une vision multicolore à travers le mélange de fleurs et de légumes et de graviers de couleurs. Une centaine de chiens vivent à Cheverny et sont visibles à tout moment de la journée. Le baptême des chiots a lieu une fois par an au mois de mai. N'hésitez pas à participer en donnant un nom à l'un des chiots de la meute de Cheverny. Le château est composé sur un océan de pelouse entouré d'un parc à l'anglaise, planté entre 1820 et 1860 par Paul de Vibray. De magnifiques arbres sont remarquables.
Le domaine appartient à la même famille depuis 6 siècles. C'est le premier château privé à avoir ouvert ses portes au public en France, donc c'est le plus visité. Le propriétaire actuel est Charles-Antoine Hurolt de Vibray. Destination actuelle, musée de Cheverny dans le Loir-et-Cher. Ce château accueille aussi une exposition sur le héros de bande dessinée Tintin. En effet, il a largement inspiré le château du capitaine Haddock Moulinsart. Nous allons parler de la vie à la cour. Nous allons accueillir 4 spécialistes, un spécialiste de loisirs, un autre de l'hygiène, un autre de la gastronomie et enfin un de courtisan. On peut les applaudir. Bonsoir Nana. Bonsoir. Vous allez nous parler des loisirs de la cour et des passe-temps. Oui, donc les loisirs de la Renaissance sont très différents des nôtres. Le loisir le plus fréquent, c'est la chasse. Il existe 2 sortes de chasse. La chasse à l'ours, qui se déroule en hiver. Les chasseurs traquent longtemps l'animal et beaucoup de personnes en meurent. Il existe aussi la chasse au cerf, qui consiste avec une meute de chiens à poursuivre l'animal jusqu'à son épuisement. Et quand il est épuisé, on l'abat à l'épée. Il y a aussi le jeu de pommes qui ressemble étrangement à notre tennis. Les joueurs projettent violemment les balles au-dessus d'un filet avec des raquettes et beaucoup de joueurs en sortent avec des blessures. Les personnes de la Renaissance aimaient beaucoup les combats de coqs et les combats de chiens féroces contre les ours ou des taureaux captifs. Le combat se déroule en premier par les personnes qui parient sur l'animal le plus faible et se termine par les applaudissements du public. Merci Léna, on peut l'applaudir. Maintenant c'est Emma qu'on va écouter, elle va nous parler de l'hygiène à la cour. L'hygiène au temps de la Renaissance est très différente qu'aujourd'hui. Les châteaux étaient équipés de chambres à bain qui contenaient des cuves baignoires en bois et des bains en plomb percés de trous. Les gens au temps de la Renaissance se lavaient régulièrement. Ils se brossaient les dents avec un linge rude et ils se rinçaient la bouche avec du vinaigre ou du vin pur. Le dentifrice fit son apparition à cette époque et la crainte principale était la maladie. Ils avaient peur que l'eau rentre dans les pores de la peau. Merci beaucoup Emma, on peut l'applaudir. Maintenant c'est Marianne qu'on va écouter sur la gastronomie de la cour. Alors la gastronomie de la cour, ils mangeaient de la viande surtout. Donc il y avait par exemple les rôtis ou du veau bouilli, il y avait plein de viandes comme ça. Et le poisson, il était toujours accompagné de sauce. Alors les enfants, eux mangeaient des légumes, donc par exemple les pois chiches. Et les adultes, eux mangeaient des poireaux, des oignons, de la salade et des potirons. Et ils mangeaient aussi beaucoup d'épices et de condiments comme la moutarde ou le réfort. Alors, par rapport aux boissons, le vin, qui avait un caractère très lourd et très fort, il le coupait toujours avec de l'eau. Et c'était une boisson très appréciée. Après, le cidre, la bière, les liqueurs et les jus de fruits qui étaient très appréciés aussi. À la Renaissance, ils ont retrouvé pas mal de nourriture qui avait été tombée dans l'oubli au cours du Moyen-Âge, comme le foie gras par exemple. À la Renaissance, ils mangeaient sur 3 côtés de la table. Et le côté de la table qui n'était pas utilisé, ils servaient à servir les plats. Comme ils avaient une petite table basse à côté pour préparer la nourriture. Et ils mangeaient dans des tranchoirs ronds ou carrés en métal. Et la cuisine de la Renaissance était encore très proche de celle du Moyen-Âge. D'accord. Et pouvez-vous nous parler des couverts? Alors
Alors les couverts, la fourchette qui n'est pas apparue directement, elle a mis du temps à apparaître. Elle était dans un étui, en fait c'était un étui fermé pour éviter les empoisonnements. Merci, on peut l'applaudir. Maintenant, c'est Yulène qu'on va accueillir et on va lui demander comment on vivait à la Renaissance. Alors, je vais vous parler de l'organisation de la cour en premier. Il faut savoir que la cour est un ensemble de personnes au milieu social qui entoure le roi. Je vais vous parler aussi de la cour entre ses traditions et ses transformations. La Renaissance émerge dans un contexte politico-religieux très complexe. Les courtisans sont la figure majeure de la Renaissance et je vous conseille fortement de lire le fameux livre des courtisans. Je vais vous parler aussi de la journée que peut vivre un roi. La matinée est consacrée à peu près la plupart du temps aux cérémonies, par exemple la messe, des baptêmes ou autres. L'après-midi est plutôt consacré aux jeux de pommes, à la chasse, au combat de chiens, ou plein d'autres encore. Et la journée se termine par la cérémonie du coucher, où on se réunit tous pour voir le roi se coucher. Merci Yulène, on peut tous les applaudir. Merci spectateurs et spectatrices, merci aux historiens spécialistes, aux petits-fils de Max Gallo, et merci à vous et à bientôt sur Secret d'Histoire sur SFX TV. C'est là que c'est. On pensait qu'on allait avoir un cours sur Léonard de Vinci et finalement, nous avons appris que nous étions recrutés dans la Vinci Academy. Et en fait, nous, au début, au premier cours, on a reçu un message sous la porte et on devait... un message sous la porte. C'est là. Et il y a écrit « Rendez-vous à 11h à l'atelier de peinture pour réaliser votre apprentissage et découvrir l'indice numéro 1. » Et nous avons peint. Elle peut être de fond ou de coton, piège mortel pour les moucherons. Quand elle est exceptionnelle, elle peut devenir œuvre immortelle. Et nous avons peint. On ne reconnaît pas trop, mais c'est la Joconde, un tableau de Léonard de Vinci. Après, on est retourné en classe. Et le lendemain, je crois, on a reçu un autre message. On
On a reçu un autre message, c'est et il y a marqué dessus rendez-vous à 11h pile en salle d'archives pour mieux comprendre l'œuvre de Vinci et espérer obtenir un autre indice. Dans les environs de Vinci, c'est en Italie, près de Florence. Il est le fils naturel d'un riche et d'une paysanne qui est partie, qui l'a un peu abandonné. Et du coup, c'est un fils qui n'a pas d'avenir parce que à la Renaissance, les enfants qui n'avaient pas les parents mariés, ils étaient condamnés à être ou paysans ou artisans. Et le père, il a une belle-mère, il a trouvé Léonard Vinci, il a une belle-mère qui était super gentille mais qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle est morte le 15 juin 1464. Il a aussi appris à écrire à l'envers et de gauche à droite, de droite à gauche. Et il gardera l'écriture pendant toute sa vie. Verrocchio a pris Léonard de Vinci pour l'apprendre à peindre et à dessiner. Et ils ont fait une œuvre tous les deux qui est là, qui s'appelle le Baptême du Christ. Et là, il y a les deux gens qui ont été pas mariés. Qui ont été pas mariés. Vas-y. Séjour à Milan. En 1478, à 26 ans, il quitte son maître après avoir brillamment dépassé toutes ses disciplines. Lors de ce séjour, il est organisateur de fêtes, il invente des machines de théâtre, il peint plusieurs portraits de la cour milanaise. Il est chargé de réaliser un cheval gigantesque pour célébrer Francisco Sforza. La statue fait 70 tonnes de bronze. En 1483, il commence à peindre l'un de ses chefs-d'œuvre, la Vierge Rocher. Il fait de nombreux tableaux de projets scientifiques, de croquis, devenant très connu pour ses compétences artistiques et scientifiques. Il part de Milan en 1499. Alors pour y aller à pied et revenir en métro, elle met 38 minutes. Attends, pour revenir à pied et y aller en métro, elle met 38 minutes. Ok. Et donc c'est 20 minutes. 20 minutes, non, 18, c'est l'aller-retour.
C'est ça. La scène de 3ème, à l'ancienne, à la place de la musique. C'est de quoi? Ça veut dire que ça montre. Ça veut dire que c'est cette clé qui désigne pour... Attends, lâche. C'est l'escalier en bas de l'escalier. Ouais, l'escalier, c'est vers l'escalier. L'escalier. Ah bah elle a trouvé. Ouais. Non, monte pas Mathieu, descends de là. Mathieu, descends de là. Tu l'as trouvé où? Ah, il faut l'autre clé. Ouais, alors c'est laquelle? Celle-là. C'est la ronde comme ça. Non, c'est pas elle. Si, c'est elle. Ah, non, attendez. Donc, la chapelle. Non, il y a la chapelle et c'est dehors de la chapelle. Exactement. À l'extérieur. Il y a marqué les gars. Peut-être une fois, mais je sais pas. grâce à cette chasse au trésor, on a appris beaucoup de choses sur Léonard de Vinci. Il y avait plein d'énigmes qui étaient assez dures, mais on a tous réussi à les faire et c'était amusant. On a appris les différentes choses que Léonard de Vinci faisait et ça c'était intéressant. Oui, il finissait jamais ses œuvres, car il avait, à chaque fois, il pensait à autre chose, il pensait à construire autre chose, peindre d'autres œuvres. Tout à fait. Vas-y, enregistre. Moi, je pense que quand même, même s'il n'a jamais fait d'études, il était quand même presque à notre époque, aussi avancé, comparé à d'autres qui ont fait des études toute leur vie. Et je trouve aussi que c'est admirable que quand Magellan est arrivé, quand il était absent et quand il est revenu, il s'est battu pour honorer sa place encore, malgré son âge. Ça, je le trouve bien. Très bien. Nous, on a vu aussi qu'il avait un rival, c'était Michel-Ange, et il disait que Michel-Ange, quand il sculptait, eh bien, c'était sale chez lui, son atelier il n'était pas très très propre, c'était pas nettoyé. Et voilà. Ok. Léonard de Vinci, quand il a fait la Joconde,
Mais en fait, il a jamais terminé parce que dès qu'il est pensé, il rajoutait tout le temps une couche et tout ça. Et, donc on ne sait pas si elle est terminée ou elle est encore en train de se faire. Elle n'est pas finie, quoi. Ouais. Que quand il a fait le tableau de la Seine, il l'a fait avec de l'huile et que c'est comme il l'a fait sur du plâtre, quoi. Oui. Et bien comme il l'a fait sur du plâtre, et bien c'est parti, ça s'enlève et donc on est obligé de remettre une couche. Exactement. Attends, vas-y. Ce qui est génial, c'est que le maire de Vinci, au lieu de devenir paysan de l'avenir, et bien il est devenu un être important. En bas d'une page noircie de problèmes de mathématiques et de physique, de dessins de corps humains, de plans de bâtiments, Leonardo a écrit « J'ai gaspillé mes heures ». Il était déçu, triste. Il avait l'impression d'avoir touché à tout sans jamais avoir rien terminé. Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, il est mort sans accomplir ses rêves. Son ambition était immense, beaucoup trop grande pour un seul homme. Il va falloir des siècles pour accomplir ses projets. Pourtant, il a accompli jusqu'au bout un projet qu'il n'a écrit nulle part. Donner à l'homme une envie sans limite de comprendre le monde, le désir de se surpasser. Il a donné une ambition immense à l'homme, à l'art, à la technique. Une ambition qui est toujours en action aujourd'hui. On peut avec que mais sinon ça ferait une grande Ouais, on a perdu. Vous pouvez rentrer. Comment? Vous pouvez rentrer. Léonard de Vinci se laissait bien faire. Les Pedro sont